C'est la conférence de rentrée de l'association Créer son école Éduc-France. Nous avions fait l'année dernière une conférence un peu selon le même format. Et cette année, nous l'avons avancée à la demande des journalistes qui nous ont dit qu'ils aimaient bien avoir les chiffres le plus en amont possible. Nous avons avancé les chiffres. C'est pas chose facile parce qu'entre le Covid, l'effet de la loi, la législation sur l'IEF, etc., il y a beaucoup de projets qui ont pris un peu de retard à l'allumage. Et donc on estime à peu près à 10% la capacité d'erreur que nous avons pu commettre dans le recensement. Notamment parce que vous savez certainement que quand vous créez une école, vous avez un délai pour valider, pour obtenir la validation dans le régime de déclaration des écoles, et ce délai doit courir. Et tant que le délai n'a pas couru, officiellement votre école n'est pas ouverte. Et c'est ainsi que nous avons plusieurs écoles qui vont ouvrir par exemple courant septembre, courant octobre, voire début novembre. Donc cela nous avons répertorié dans cette année. Donc comment ça va s'organiser ? Je vais d'abord présenter les statistiques de l'année et un peu les grandes tendances de l'année. On fera un petit point de questions. Ensuite, un point sur la nouvelle loi, le nouveau contexte globalement sur la liberté d'enseignement. Petit temps de questions, et là on mobilisera plusieurs personnes de l'équipe qui peuvent répondre avec un angle différent. Et ensuite nous passerons aux différents témoignages de créateurs d'écoles, avec un point spécifique sur une école entièrement numérique, parce que c'est une problématique montante qui pose des questions juridiques et politiques, qui ont été évidemment expérimentées et pressenties à l'occasion de cette crise de la Covid, puisqu'on s'est dit, il y a des gens qui voudraient faire les écoles 100% numériques, mais est-ce que c'est vraiment une école ? Comment on va considérer les élèves ? Est-ce qu'ils font l'école à la maison avec un cours par correspondance ? Oui, mais quand même, on est à une époque où de plus en plus de gens font des études complètement numériques, y compris pour valider des masters, des choses comme ça. Alors pourquoi on ne peut pas faire un bac complètement numérique ? Est-ce que c'est pas une voie d'avenir ? Qu'est-ce qui reste de la relation avec le maître, etc. Bon, donc on a décidé de faire un focus là-dessus cette année pour anticiper. Et autre innovation cette année, nous avons sorti des statistiques sur les ouvertures 2022. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fort effet de report et outre les ouvertures connues cette année, on a déjà 73 projets très précis connus pour 2022. Donc ça ne veut pas dire que tous ces projets aboutiront, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais ça veut dire qu'il y a un effet de report qui est très mesurable. Alors j'ai sur mon ordinateur la liste exhaustive avec les numéros, les directeurs, etc. Mais nous ne les avons pas publiés. Nous avons publié que des statistiques anonymisées pour 2022. Pourquoi ? Parce qu'un projet à la naissance est fragile. Donc tant qu'il n'est pas ouvert et déclaré, c'est difficile de communiquer dessus, surtout qu'il y a une loi qui dit que vous ne pouvez pas faire de publicité tant que votre école n'est pas ouverte et déclarée auprès du rectorat. Mais c'est une innovation qui est importante parce que ça permet de voir les tendances et notamment voir si les pourcentages par typologie, par type de l'année dernière, cette année, l'année prochaine, sont concordants ou pas pour voir des tendances un peu de fond sur plusieurs années. Alors, cette conférence de Créer son école Éduc-France, qu'est-ce que c'est ? D'abord, 2-3 mots sur Créer son école et Éduc-France. Créer son école, c'est une association qui existe depuis maintenant 16 ans, qui est au service des créateurs et des directeurs d'écoles complètement libres. Alors pourquoi complètement libre ? Parce que quand vous créez une école, elle est complètement libre. Elle est hors contrat, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas créer une école sous contrat. Ce n'est pas techniquement faisable. Donc la forme de l'innovation, la forme avec laquelle on respire, on crée des nouvelles écoles, des nouvelles expériences pédagogiques, c'est nécessairement le hors contrat. Des écoles libres, écoles indépendantes, nouvelles écoles, écoles alternatives, écoles expérimentales, tout ça c'est le même vocable, des vocables différents pour une même réalité, c'est fonder une école. Et il y a un véritable phénomène de fond à l'étranger, en France, qui ne s'arrête pas malgré les difficultés législatives, politiques, et les aléas économiques ou autres, parce que ça correspond, je crois, à plusieurs tendances lourdes de la société, notamment ce désir de prise en compte de la singularité et ce désir d'innovation et cette attention à ce qui est disruptif. On se rend compte qu'aujourd'hui, faire des gamins qui vont être bien rentrés dans le moule pour être bien conformes à quelque chose de très standardisé, c'est peut-être plus la priorité. On n'est plus à une époque où c'est avant tout la capacité à obéir, à rentrer absolument dans les règles qui est valorisée, mais c'est la capacité peut-être à changer les règles du jeu, innover, voir les choses sous un angle différent. Et ce qui parfois pouvait être un inconvénient dans le passé peut devenir un véritable atout aujourd'hui. Et je crois que l'essor des écoles complètement libres reflète ce changement de vision. Alors, les statistiques. D'abord, cette année, nous avons recensé
104 écoles qui ouvrent. L'année dernière, il y en avait 129. Quand je dis école, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit primaire, soit collège, soit lycée. C'est comme ça que nous recensons. Nous recensons par niveau. C'est le même type de recensement que celui qui est fait par l'éducation nationale, par la DEP. Nous ne recensons pas par groupe scolaire. Nous recensons donc par niveau. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de dossier? Oui. Est-ce que quelqu'un n'a pas de dossier? Peut-être derrière? Voilà, donc 104 créations, ça veut dire 104 créations d'un primaire, d'un collège ou d'un lycée. Nous ne recensons pas les lycées professionnels parce que c'est un énorme domaine qui représente des centaines et centaines d'établissements, qui relèvent de logiques assez différentes, que nous ne connaissons pas encore bien. Et donc pour l'instant, nous restons vraiment sur une logique assez générale. Alors 104, on se dit c'est moins que 129, oui évidemment, mais vu la circonstance actuelle entre le Covid, le problème économique et la nouvelle législation, ça reste quand même une tendance forte, surtout qu'on peut rajouter déjà une partie de projets qui sont repoussés, puisque j'ai déjà recensé 73 projets pour 2022. La deuxième chose qui me paraissait importante, c'est qu'il y a de toute manière des moteurs de création qui sont forts. Quels sont ces moteurs? Le goût de la singularité, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi l'obligation d'instruction à 3 ans, qui est en place depuis 2019. Comme vous êtes obligé d'instruire à 3 ans, ça veut dire que vous devez scolariser votre enfant dans une école, ou alors le scolariser en instruction en famille, mais ça, si vous voulez faire ce choix-là, il faut le faire cette année, parce que sinon, pour les années prochaines, vous devrez rentrer dans les cas d'autorisation. Vous ne pourrez pas le faire si vous êtes dans le cas général. Vous devez rentrer dans un des 4 cas qui donnent droit à faire l'instruction en famille. Donc ça veut dire que mécaniquement, cette loi qui rend obligatoire l'instruction dès 3 ans va alimenter les créations d'écoles. Et probablement va alimenter les créations d'écoles de nouveaux types qu'on appelle les micro-écoles. C'est des écoles qui sont créées par nécessité, parce qu'on ne peut plus faire l'école à la maison, parce qu'on interdit le regroupement pédagogique. Vous savez qu'avant, c'était une pratique. Les gens faisaient l'école à la maison, puis se regroupaient à plusieurs. Il y en a qui faisaient les maths, d'autres qui faisaient le français, puis ça sociabilisait les enfants, c'était très pratique. Ça a commencé par être pénalisé au niveau jurisprudentiel, notamment il y a toute une jurisprudence de la Cour de cassation. Et ensuite, la loi est intervenue et a carrément interdit cette réalité. C'est du jour au lendemain, de la bonne pratique sympathique qui servait à sociabiliser les enfants, c'est devenu une école clandestine, avec tout l'opprobre qui s'y rattache. Et à partir de là, on a dit non, vous avez 2 enfants issus de 2 familles différentes, c'est une école, vous devez la déclarer comme telle. Donc les normes ERP, donc les inspections, tout la lourdeur d'une école. Alors imaginez une famille recomposée qui a 20 enfants, c'est tout à fait faisable. Là, elle fait l'instruction en famille, il n'y a pas de souci. Si elle a été recomposée 4 fois, elle peut avoir 30 enfants, elle fait l'école en famille toute seule. Mais par contre, si elle a 2 enfants issus de 2 familles différentes, sans liens juridico-matrimoniaux, eh bien c'est une école. Alors voilà la loi et son paradoxe, et donc forcément c'est une usine à gaz dans laquelle se fatigue quand même largement l'éducation nationale, puisque c'est des régimes de contrôle qui sont beaucoup plus lourds et assez différents. Mais c'est ainsi. Alors, si on regarde maintenant la liste des écoles ouvertes à la rentrée 2021, je vous laisse regarder ces écoles. Elles sont intéressantes, déjà, si vous regardez déjà les noms. Académie Lax, la première par exemple, c'est une académie qui est faite pour les enfants qui font de la musique. Et donc c'est musique et école, du rock, la musique classique, donc c'est fait pour des gens qui sont musiciens très actifs. Après vous avez quand même beaucoup de noms qui tournent autour d'une notion de nature, de liberté. Vous avez aussi beaucoup de choses autour du jeu, avec beaucoup de jeux de mots. Vous verrez qu'il y a beaucoup de noms qui tournent autour de jeux de mots. C'est assez étonnant. Si on compare les noms des écoles dans le temps, c'était des écoles qui voulaient être institutionnelles, qui voulaient être respectables. Alors on leur devait se donner des noms qui étaient lourds, qui étaient graves, qui étaient pesants. Vous voyez déjà l'Académie française. Et bien là maintenant, c'est même pas peur, même pas mal. Voilà, c'est des noms quand même très explicites. Ou Etins Ale par exemple, Renardo, vous voyez.
beaucoup de choses autour de la nature, hein, dans les titres, la chrysalide, la ruche bleue, beaucoup de choses aussi autour de, si on peut dire, d'une notion d'exploration, de liberté, de recherche. Voilà. Alors, vous avez d'abord les écoles du secondaire, puis les écoles du primaire. Donc certaines sont communes, puisque vous pouvez très bien ouvrir un primaire et un collège en même temps. Et alors, nous avons changé dans la manière de décompter. C'est-à-dire que avant, et c'était d'ailleurs un peu sous l'influence des journalistes, même si on protestait un peu, on nous disait une école, par exemple, elle est Montessori, ou bien elle est bilingue. Donc on s'était plié à cette manière de répertorier les choses. Puis après on s'est dit, ça suffit, c'est pas parce que les journalistes nous posent des questions comme ça qu'on va les suivre. Évidemment qu'une école, elle peut être Montessori et bilingue, et catholique, et pour enfants dyslexiques, et dans la nature. Et vous voyez, donc on s'est dit, ça suffit, maintenant on va faire nos classements comme on les ressent, c'est-à-dire qu'il y a une dimension pédagogique. On a mis volontairement la notion alternative, qui est alternative ou multipédagogie, qui est quelque chose d'un peu fourre-tout si vous voulez, mais qui correspond quand même à l'idée qu'elles ne font pas une pédagogie classique, grosso modo. Nous avons répertorié les pédagogies Steiner parce que elles existent en tant que telles, en général, c'est pas tellement mixé avec autre chose. Alors aujourd'hui, il y a tout des questionnements sur cette pédagogie, mais il y a les écoles qui se créent sous cette pédagogie Steiner. Et puis nous avons répertorié comme telles les écoles démocratiques, parce que là aussi c'est des écoles qui font beaucoup, qui suscitent la perplexité de l'éducation nationale et qui interrogent le système, parce que c'est quasiment des anti-écoles. Hein. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de classe, on se demande s'il y a vraiment des élèves au sens strict du terme. Donc c'est quand même une conception qui est aux antipodes quasiment du système éducatif normal, mais force est de constater qu'elle continue à s'affirmer et à se développer. Donc c'était important de les faire apparaître et non pas les englober dans les alternatives. Et nous avons mis bien sûr les écoles Montessori, ça va sans dire. Par contre, nous avons compté dans une catégorie à part les spécificités linguistiques, donc celles qui sont bilingues, trilingues ou régionalistes. Donc là aussi, il y a une tension à cause d'une nouvelle législation sur tout ce qui est inclusion et immersion linguistique. Donc on va voir ce que tout ça deviendra. Et nous avons mis à part cette année, parce que c'est vraiment important, tout ce qui est ancrage dans la nature. Pourquoi ? Parce qu'en fait, entre le Covid et puis la mentalité pro-écologie, pro-environnement qui se développe, c'est devenu une tendance lourde. Il y a énormément d'écoles qui veulent développer un ancrage fort à la nature, Forest School, École des Bois, etc. Et aujourd'hui, nous aurons le témoignage justement d'une fondatrice d'école Montessori, École de la nature, donc avec cette double tonalité. Et nous avons mis à part bien sûr la confession, mais ça nous l'avons toujours fait. Et puis dernier point, qui n'est pas dans le tableau parce qu'il y avait trop de colonnes, mais qui est dans nos statistiques, qui est la spécificité du public recueilli. Est-ce que c'est un public tout venant, ou est-ce qu'on dit c'est pour les enfants 10, c'est pour les enfants neuroatypiques, comme dans l'école qui nous accueille ici, l'école Walt. Est-ce que c'est pour des enfants par exemple qui sont à trouble de l'attention, qui sont à haut potentiel, qui sont bilingues, voilà, hyperactifs. Donc est-ce qu'il y a une sorte de spécificité? Est-ce qu'aussi il y a une attention particulière aux enfants qui ont subi un harcèlement scolaire? C'est de plus en plus le cas. Il faut savoir que les écoles hors contrat accueillent un nombre très important d'enfants harcelés scolaires. Et ça sera encore plus le cas avec la restriction de l'instruction en famille. C'est vraiment le lieu de refuge, de sauvetage pour ces enfants. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement doit regarder en face, parce que c'est bien beau de rendre difficiles les alternatives, mais si on ne répond pas au problème massif du harcèlement scolaire et de la croissance de la phobie scolaire, ça pose quand même un vrai problème. Donc voilà, vous verrez aussi, alors elles ne sont pas toutes forcément très, très présentes, mais vous verrez qu'il y a un certain nombre d'écoles qui sont créées dans des yourtes. Donc ça faisait beaucoup rire il y a quelques années, mais ça devient une réalité. Donc cet esprit d'enfance, ce lien à la nature, bien tout ça s'affirme beaucoup. C'est intéressant de voir que l'année dernière, il y avait beaucoup de projets d'école dans la nature, selon le modèle scandinave et autres, mais les gens n'y arrivaient pas à les créer. Mais cette année, il y a eu une année de maturation suffisante et les écoles ont vraiment ouvert. C'est intéressant, ça veut dire quelque chose, je pense, d'assez fort. Bon, sur la méthodologie statistique, je vous renvoie, c'est la même que l'année dernière, à part ces différences de classement que je vous ai signalées. Nous recoupons des bases et nous faisons du phoning.
Et donc je salue le travail de Laurine Gravelot qui vous a accueilli à l'entrée. C'est elle qui a fait tout le travail de recensement là-dessus. Une question que j'anticipe parce qu'on me la pose à chaque fois, c'est mais quid des fermetures d'écoles? Alors sachez que c'est très compliqué de recenser les fermetures d'écoles parce qu'il n'y a aucune obligation légale de les déclarer. Et donc les gens ne vont pas vous dire, au fait j'ai oublié de vous dire, mais en fait je ferme mon école. Et c'est souvent vécu comme un crève-cœur, et donc les gens ne le disent pas. Et donc c'est difficile à recenser, et l'éducation nationale n'est pas du tout au clair là-dessus, parce que dans ses bases, elle recense les écoles qui ont validé le processus de déclaration, mais elle ne regarde pas si l'école a vraiment ouvert, ni si l'école se trouve être fermée. Ou si l'école a vraiment des élèves. Parce qu'une école qui est déclarée mais qui n'a aucun élève est quand même dans ses bases. Voilà, donc ça rend les choses compliquées. On estime à peu près 10 à 15 écoles qui ferment par an. Et les raisons sont souvent soit le départ à la retraite du fondateur. Il y a des écoles qui ne pensent pas dans la durée, qui se disent, ben voilà, je fais mon école, puis quand je suis vieille, j'arrête, et puis c'est tout. Il y a aussi des problèmes liés au Covid. Il y a eu des écoles mortes de la crise du Covid, avec des impayés, des incertitudes, voilà. Et il y a toujours des explosions liées à d'un coup des affaires terribles, enfin, des mésententes entre les fondateurs d'une école, et puis d'un coup l'équipe générale explose. Voilà, c'est toujours à peu près les mêmes raisons. Alors au niveau des statistiques, donc là je suis sur la page 12, les grandes tendances. Par niveau, ce qui est intéressant, c'est que on a donc le 40% de collège et 10%, 11% de lycée. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup plus de secondaire que de primaire. Et ça, c'est nouveau. La tendance traditionnelle, c'était surtout d'ouvrir des primaires. Et là, je pense que des générations ayant expérimenté les mérites du primaire, ils se disent, bah, pourquoi ne pas continuer? Les enfants sont trop jeunes peut-être pour aller dans le collège classique, sachant que le collège est la tranche d'âge de scolarisation la plus contestée dans la population française. Le lycée en général, dans l'esprit des gens, ne pose pas de problème. Le primaire est souvent sous-estimé en disant bon, le primaire, c'est le prof, bon, ça va bien. Mais le collège, ça stresse tout le monde. Et donc le collège, c'est devenu un lieu où les écoles se créent. Si on regarde l'année dernière, vous voyez, l'année dernière, il y avait 70% de primaire. Là, il y en a 48. C'est quand même pas les mêmes statistiques. Il y a un petit peu d'enseignement professionnel, parce qu'on a répertorié parfois une ou deux écoles qui nous paraissaient vraiment intéressantes, mais nous, encore une fois, là c'est un peu biaisé dans les chiffres, parce qu'on les répertorie pas de manière systématique, loin de là. Si vous regardez pour l'année prochaine, les tendances en 2022, vous voyez qu'on a un peu plus de primaire là, on revient à 70 sur le primaire, mais c'est encore un petit peu tôt. Alors il faudra voir si la tendance se confirme de l'ouverture du secondaire. Si nous allons par pédagogie, alors là c'est très intéressant. Par rapport à l'année dernière, nous avons à peu près pareil. La pédagogie classique c'est 15-20%, c'est 15% cette année et c'était 20% l'année dernière. Ensuite la pédagogie Montessori c'est 17% cette année. Et là je pense qu'il y en a moins que l'année dernière, parce que l'année dernière nous avions décompté de manière un peu bizarre, mais nous avions que 23%. Et en sachant qu'on comptait à part, et du côté des bilingues, les écoles Montessori bilingues. Donc ça veut dire qu'il y a plutôt un petit essoufflement sur Montessori cette année. Les démocratiques, c'est intéressant, parce que là il y a une explosion, il y a 15% de démocratiques contre 4 l'année dernière. Les alternatives, bon, 60%, donc sans surprise si vous voulez, c'est quand même le gros de la création. Quand vous regardez un peu les spécificités linguistiques, vous voyez qu'il y a quand même à peu près 23 écoles à spécificité linguistique, ce qui est quand même significatif, beaucoup d'écoles Montessori, beaucoup d'écoles alternatives, et peu dans la pédagogie classique. L'ancrage dans la nature, vous voyez qu'il y a 21 établissements qui ont un ancrage fort dans la nature, ce qui est quand même colossal quand on voit la complexité à mettre ça en œuvre, et beaucoup dans la pédagogie alternative. Quant au public spécifique, vous avez 12, 4, 6, 7, 8, 18 établissements à public spécifique,
Donc ça va être des sportifs de haut niveau, ça peut être des musiciens de haut niveau, ou des enfants qui sont neuroatypiques, ou des enfants qui sont... Voilà. Les bilingues ne sont pas comptés là-dedans par contre, dans les publics spécifiques. Voilà, donc vous avez quand même plus de la moitié des créations qui relèvent d'un mélange de pédagogie alternative, mais même si on a 16% de pédagogie classique et 18% de pédagogie Montessori. Et donc on note que les écoles démocratiques qui sont inspirées par Summerhill ou Sudbury Valley School continuent à avoir le vent en poupe, avec souvent une référence explicite, cette année plus explicite que d'habitude, à Sudbury Valley School. Donc je pense que le mauvaise presse, entre guillemets, des écoles démocratiques en tant que telles, incite ces écoles à revendiquer plus directement l'original du modèle et à se revendiquer de ses succès. Le fait saillant pour moi vraiment cette année, c'est l'affirmation des écoles ayant un ancrage dans la nature, c'est vraiment la chose la plus saillante, et la continuation de l'attention au public spécifique. Ça, c'est une ligne de fond. Si on regarde les confessions maintenant, bien sûr, il y a l'écrasante majorité d'écoles aconfessionnelles. Je choisis le terme d'aconfessionnel plutôt que laïque parce que aconfessionnel, ça a un côté factuel, laïque, ça a un côté un peu militant, en quelque sorte, dans le vocabulaire. Hein. Et la plupart des écoles se définissent elles-mêmes comme aconfessionnelles. Donc, nous avons 84,6% en 21, 89 en 2022, et l'année dernière c'était 79,8. Donc vous voyez que la tendance à créer des écoles aconfessionnelles a plutôt tendance à se renforcer. Les écoles catholiques se redressent. Il y a plus de créations cette année que l'année dernière où c'était particulièrement bas. L'année dernière c'était 4,7%, et c'est 9,6% en 2021. Donc il y a un réveil des écoles catholiques. Et en 2022, déjà 6,9% des projets en cours de préparation. Les écoles chrétiennes ou protestantes, 0,86% en 2021. En 2022, 4%, et c'était 3% en 2020. Donc peu d'écoles chrétiennes, mais un petit peu. Et quant aux écoles musulmanes, c'est divisé quasiment par deux par rapport à l'année dernière. C'était 8,5% l'année dernière. Mais il fallait signaler qu'il y avait beaucoup de double niveau, donc ça alourdissait un petit peu la statistique, parce que quand vous avez très peu d'écoles en double niveau, forcément ça joue beaucoup. Là, il y a 4,8% d'écoles musulmanes, donc on n'insiste pas du tout, et aucune programmée pour 2022, on n'assiste pas du tout à une envolée des écoles musulmanes hors contrat, mais pas du tout. Donc ça fait partie des fantasmes permanents. Il y a des écoles peut-être clandestines, il y a beaucoup d'écoles associatives, des cours du soir, ce que vous voulez, mais des écoles musulmanes hors contrat, c'est pas vrai qu'ils sont créés. Et on est quand même bien renseigné, on est au contact à peu près tous les réseaux d'écoles musulmans, juifs, protestants, catholiques, on a des relations depuis 16 ans avec tous ces réseaux, et on est au courant. Donc on peut en rater une ou deux au passage, mais on est quand même dans la réalité des chiffres. Alors, on a créé cette année une statistique nouvelle sur les statuts d'école. Pourquoi? Parce que certains disent « Ah oui, mais les écoles hors contrat, finalement, c'est une question de fric. C'est le règne du lucratif, c'est la marchandisation de l'école, c'est épouvantable. » Alors, non. Alors déjà, vous pouvez avoir une société et puis pas dégager de bénéfices. Je crois qu'on est nombreux à le savoir. Vous pouvez avoir une association et dégager pas mal de bénéfices, mais de toute manière, vous ne pouvez pas le répartir. Et vous pouvez payer de gros salaires de l'association et puis pas du tout de salaire aux gérants d'une société. Donc tout ça, c'est quand même des fantasmes de gens qui ne connaissent pas la réalité de ces structures. Donc quand on voit les statistiques, vous avez 88,5% des écoles qui se créent sous forme d'association. C'est clair. Hein, et en 2022, 83,6%. La messe est dite, hein, c'est l'expression. Et les sociétés, 9,6% contre 15% en 2022. Et nous avons mis une ligne pour congrégation parce qu'il y a 2-3 écoles qui sont créées par des congrégations enseignantes et donc c'est pas vraiment une association, vraiment on les a mis un peu à part pour leur donner une certaine visibilité. Voilà. Une remarque un passage qui n'est pas inintéressant, c'est que beaucoup de créateurs nous ont dit nous on aimerait bien s'inspirer de l'économie sociale et solidaire et choisir des formes de création qui relèvent donc de l'ESS. Et en réalité, certains s'y sont essayés, mais beaucoup se sont cassés les dents ou sont en train de changer de formule et y renoncer. Manifestement, cette formule n'est pas à maturité, en tout cas pas dans le domaine éducatif. Notamment, il y a un gros problème fiscal, et donc c'est pas intéressant.
Et du coup, c'est dommage parce que ça apparaissait quand même un domaine très naturel. Et ce domaine très naturel pour l'économie sociale et solidaire n'a pas pu être investi dans le domaine éducatif à cause d'une sorte de malfaçon. Alors je sais qu'il y a actuellement une double étude de l'IGAS et de l'IGF sur ce problème-là, et on ne désespère pas qu'à l'échelle d'un an à peu près, il y ait une amélioration du statut. Ça pourrait rebattre les cartes et donner de nouvelles opportunités pour les créateurs d'écoles. Au sujet des tendances géographiques, alors vous avez, je ne sais pas si Pélagie est là, enfin, en tout cas sur le site Crée son école, vous allez normalement pouvoir avoir maintenant ou dans une demi-heure accès pour essayer de protéger nos données. C'est déjà le cas ou pas? Non, ça sera le cas dans une demi-heure, voilà. Donc on essaie de protéger nos données pour ne pas se les faire piquer jusqu'au dernier moment. Donc vous avez la carte interactive des écoles. Donc quand vous voyez là, par définition, quand vous zoomez pas de manière maximale, vous n'avez pas tous les points, vous savez, dans le site de carte. Enfin, vous voyez que c'est toute la France, c'est aussi l'outre-mer, et avec quand même pas mal d'écoles à l'ouest et dans le nord de la France. Et bon, la diagonale du 8, c'est la diagonale du 8 pour tout le monde, y compris toutes les écoles. Donc c'est intéressant, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est complètement démocratisé et qui s'est généralisé. C'est devenu une tendance de la campagne, de la ville, des petites villes, des grosses villes, voilà. Et il y a un véritable mouvement auprès des petites villes rurales qui se disent si je veux pas mourir, je dois ouvrir une école. Et nous avons fait à Kéros, à la Fondation Kéros qui est notre partenaire à l'Institut de France, nous avons fait cette année un colloque pour montrer comment on pourrait ouvrir des écoles rurales, et nous avons donné la parole à plusieurs maires ruraux qui ont montré comment ils avaient soit sauvé leur école publique en la transformant, en changeant, en passant à la pédagogie Montessori en l'occurrence, soit comment ils avaient créé une école associative pour donner une nouvelle vie à leur école et éviter qu'elle meure. Et donc c'est une tendance qui a été quand même assez importante. Et qui mérite d'être notée. Voilà la présentation des statistiques. Est-ce que vous avez quelques questions avant qu'on passe à la suite? J'ai une question sur le statut. Est-ce que, qui survit le mieux en fait? Est-ce que c'est les associations ou les entreprises, ou est-ce que c'est la même chose? La forme juridique n'a pas vraiment d'impact sur la viabilité de l'école? De mon expérience, il n'y a pas de lien direct. Je ne vois pas plus de solidité dans les écoles. Ce qui marche bien, ce sont les équipes très resserrées. Par exemple familiales, oui. Très resserrées avec des gens qui sont très soudés. Donc, typiquement des créations familiales, des gens très proches, ça tient. Oui. Après, plus on intègre la diversité, plus on a des projets avec des sensibilités très différentes, plus on prend le pari d'ouverture ou la gestion très collégiale. Typiquement, les écoles Steiner ont des gestions très collégiales et c'est quand même compliqué à vivre dans la durée sans révolution de palais. Il y a aussi les écoles à gestion sociocratique, je ne sais pas si vous connaissez, ces écoles alternatives qui ont une gestion très participative où la vie démocratique de l'école prend un temps quand même assez important dans la vie de l'école. Donc, c'est une expérience démocratique réelle, c'est intéressant politiquement, mais c'est très explosif. Donc, je pense. Pas de corrélation. Non, par définition, si vous voulez tenir votre boutique, il faut faire une société. Là, au moins, il n'y a pas de souci. Maintenant, une société, vous pouvez moins accueillir des contributions extérieures, pas de bénévolat bien sûr, et puis pas de dons. Donc ça veut dire que vous avez des tarifs forcément qui sont plus élevés. Donc tout ça, il faut savoir ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une école ouverte à tout le monde, par définition, c'est un peu compliqué. Et est-ce qu'il existe des statistiques sur le montant moyen demandé, par exemple pour le primaire ou pour le secondaire, aux parents? Alors il existe des statistiques qui ont été faites par la FNEP, qui est le syndicat des employeurs du hors contrat, mais le taux de réponse à ce type de questions n'est pas très élevé, mais ça fait partie des projets qu'on a. En gros, les estimations qu'on avait faites, alors il y a une différence entre la province et Paris, hein. Mais en gros, le primaire en province, on était aux alentours de 170 € par mois sur 10 mois, à peu près. Le secondaire en province, on est aux alentours de 270 par là, pareil sur 10 mois. Après, si on passe en internat, alors les internats hors contrat sont souvent des internats de congrégation, mais ils ne sont pas chers. Vous avez à 5 000 € par an, vous avez votre enfant dans une école hors contrat.
Et ensuite, dans le lucratif, ça n'a pas de sens de faire des statistiques parce que ça va aller grosso modo de 4 000 € par an jusqu'à 25 000. Donc, vous faites des statistiques, ça ne veut rien dire, quoi. Il faudrait les pondérer, bon, ça serait compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que, là par exemple, il faut qu'on réponde pour une étude qui est faite par une autre organisation sur les coûts scolarité. Alors, il y a la question du coût scolarité et la question des frais scolarité. Beaucoup d'écoles associatives se lancent avec des frais scolarité qui sont volontairement fixés en dessous du coût réel. Donc c'est des écoles qui commencent en reposant sur du don, donc elles sont à perte, et elles font le pari que d'ici quelques années, elles vont arriver à atteindre le point d'équilibre, ou bien à générer suffisamment de fidélité pour avoir des dons récurrents. Mais c'est un pari. Il y a aussi des écoles qui s'épuisent à faire ça. Après, il y a une nouvelle génération de créateurs d'écoles qui ont une logique, on paie plus cher, mais on essaie de trouver un système de bourse ou un système de bienfaiteurs. Dans le cadre de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, nous essayons en ce moment de mettre en place un système de bourse. Ça met un petit peu de temps parce qu'on veut vraiment très bien le caler. Et l'idée, ça serait vraiment de mettre en place des bourses pour des écoles, de manière à ce que les écoles pratiquent un prix qui est un vrai prix économiquement viable, et à côté de ça, qu'elles aient une politique sociale, c'est-à-dire qu'elles aient des structures qui paient des bourses pour des enfants, qui rentrent bien dans le cadre de l'école, qui vont bien pouvoir s'épanouir, mais qui n'ont pas les moyens financiers. Donc déjà, à Kairos, on a fait ça pour quelques écoles l'année dernière, à titre expérimental, pour réfléchir et caler les critères. Et là, on aimerait bien essayer de l'industrialiser, de manière à ce qu'il y ait une vraie accessibilité économique à ces écoles-là, qui aujourd'hui est partiellement le cas, mais quand même pas toujours. Mais bon, c'est le corollaire de la situation fiscalo-juridique qui nous est faite par l'État. Encore une question? Juste une observation. Je voyais que les dominicaines de Fangeau se mettent en confessionnel. Ah, bah c'est une erreur. Bon, alors là, c'est vraiment que Rome n'est plus dans Rome. Ça aurait pu être un changement disruptif intéressant. Non. Donc, alors, cela dit, ma conviction à moi, et mais pas que la mienne, plusieurs de l'équipe, c'est qu'il faut réinventer la notion d'école confessionnelle, si on veut, d'école spirituelle. Et inversement, il faudrait que les écoles qui ne sont pas confessionnelles transmettent de manière très décomplexée la culture avec sa dimension spirituelle, la culture religieuse, les faits religieux, et qu'elle ne le fait pas. Donc il y a quand même des choses à vraiment repenser complètement, parce qu'on ne peut pas se trouver avec des jeunes qui se retrouvent face à un Christ en croix et qui disent c'est qui lui. J'y ai assisté il n'y a pas longtemps à Royaumont, et la grand-mère a dit oh c'est un mec un peu hippie. Alors je me suis dit bon si la grand-mère répond comme ça au petit-fils, on n'est pas sorti d'auberge. Voilà, donc il faut certainement un peu repenser tout ça, transmettre notre culture, notre civilisation, mais pas forcément d'une manière confessante. C'est-à-dire l'objectif c'est pas forcément de dire aux enfants il faut absolument que tu sois catholique ou musulman ou juif ou je sais pas quoi, mais il faut lui transmettre en fait cette réalité factuelle, culturelle, archi intéressante qu'est la religion, et après bon, bah, chacun bricole, fait ce qu'il peut comme il peut. Encore une question? On a une idée du nombre d'élèves moyens concernés par ces écoles. Est-ce que c'est un intérêt d'ailleurs Parce que c'est très variable. C'est très variable. Je pense. Ça va aller de 5-6 à Louis-Antoine Roulier, où est-ce qu'il est, vous ouvrez à 70, c'est ça? Un peu plus, ouais. Un peu plus. Ça, c'est assez atypique, une ouverture à 70. Disons que, je sais pas, Sylvie, vous direz entre combien et combien les ouvertures? Je dirais environ une trentaine. Oui. 20-30. 20-30, ça c'est quand ça se passe bien et que ça se présente bien. Oui. Après, il faut que ce soit fiable financièrement, c'est pour ça. c'est ça. Pour pouvoir payer le personnel, il faut un certain nombre d'enfants quand même. Maintenant, après, il y a la réalité des écoles en ruralité, et là, vous pouvez ouvrir à 8, 5, 6, 8. Après, souvent, il y a des écoles, on commence à 5, 6. Si l'école part bien, à Noël, elle arrive à 12. Exact. Ça, c'est... Il faut recompter à Noël. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi, voilà. parce que les gens ont souvent peur de Ils ont peur. Donc ils veulent voir ce qui se passe. Personne ne veut essuyer les plâtres. C'est bien connu. Voilà, c'est normal. C'est pas très étonnant. Alors, donc, quelques mots sur le contexte de cette année. Donc, cette année est marquée par, finalement, plusieurs éléments. D'abord, il y a eu la loi Gatel en avril 2018. La loi Gatel avait donné un tour de vis significatif aux conditions de création d'écoles hors contrat. Mais en même temps, elle avait clarifié l'exercice et les modalités, ce qui n'était pas forcément un mal. Par contre, il y a un problème qui est demeuré, qui n'est pas normal, qui n'est pas acceptable, et qui est vraiment
un vrai frein à l'innovation, c'est d'exiger que les directeurs d'école aient 5 ans d'expérience dans un établissement d'enseignement. Pourquoi c'est un problème? On se dit, bah oui, c'est normal. Non, parce qu'il faut regarder les termes exacts. Imaginez que vous ayez été éditeur scolaire, orthophoniste, médecin scolaire, que vous dirigiez, je sais pas moi, Academia, ou ce que vous voulez, vous ne pouvez pas créer votre école. Imaginez que vous ayez enseigné en prison ou en hôpital pendant 30 ans. Vous ne pouvez pas créer votre école. Maintenant, vous avez été Dan Pipi à quart de temps pendant 5 ans dans un établissement qui tient on ne sait pas comment, vous pouvez ouvrir une école. Donc si vous voulez, le formalisme là atteint des degrés de bêtises épouvantables. C'est pas possible. Quelqu'un qui par exemple a été, je sais pas moi, orthophoniste, je trouve que c'est le cas le plus frappant parce qu'il y a énormément d'orthophonistes qui se disent j'en ai marre de faire du curatif, si je pouvais faire de la prévention intelligente, si je pouvais appliquer tout ce que j'ai compris dans une fondation, l'orthophoniste elle ne peut pas créer. Et ça, cette barrière à l'entrée, elle n'est pas anodine. C'est vraiment cette idée d'endogamie. À la limite, le bon fondateur, c'est le fondateur qui aurait déjà usé ses culottes sur le banc de l'éducation nationale. Alors là, il pourrait éventuellement créer une école. Mais ça ne correspond à rien de concret. Il y a bien sûr des professeurs d'éducation nationale qui veulent créer des écoles. Bien sûr, il y en a. Mais évidemment, ce n'est pas la seule posture existante. Il y a aussi une posture de créateur d'école qui est très entrepreneuriale. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs nés, qui ont créé plein de choses dans leur vie, ils voient bien que l'école de leur enfant ne va pas, ils disent bon, on va arrêter de tourner autour du pot, on va pas faire des cours du soir à mon enfant dans tous les sens, des stages de rattrapage et tout ce que vous voulez, on va trouver un vrai pédagogue, parce que l'âme d'une école, c'est quand même le directeur, le professeur principal, et ce vrai pédagogue, on va lui donner les moyens de faire son travail. Et c'est comme ça qu'on va créer une école. Et c'est normal qu'un directeur d'école ait ce profil-là. Le directeur d'école, c'est pas forcément quelqu'un qui a une vision éducative extrêmement aboutie. Il doit avoir quelques grands axes, il doit savoir faire fonctionner un écosystème et donner de l'énergie à une équipe. Et ce profil-là, en Grande-Bretagne, c'est le profil normal. Par exemple, pour citer la Grande-Bretagne. En France, c'est un profil qui est interdit. Et ça, c'est un vrai problème et c'est pas normal. Et c'est hostile à la création de l'école, cette chose-là. Donc ça, c'est la loi Gatel et on en hérite. Autre réalité, l'instruction obligatoire à 3 ans. Donc ça va alimenter les créations d'écoles, c'est évident. Autre réalité marquante, les attentats terroristes, le discours général sur les écoles hors contrat, quelque part c'est des écoles hors contrôle, avec un vocabulaire flou sur les écoles clandestines, les écoles hors contrat, les écoles qui ne sont pas trop des écoles, l'instruction en famille. Et je ne peux pas croire que le gouvernement s'embrouille les pinceaux à ce point. Je pense qu'il y a quand même une dimension un petit peu volontaire, du fait de mettre un peu tout le monde dans le même sac. Il y a l'école institutionnelle qui est publique et sous contrat. Ça, c'est l'école bien, c'est l'école où il faut mettre ses enfants. Et puis après, il y a l'école qu'on ne cerne pas bien, c'est pas trop ce que c'est, elle n'est pas trop contrôlée, et c'est tout le reste. Et ce magma, il est traité comme un magma. Et c'est très intéressant qu'au moment de la conférence, de la préparation de la loi, qui est devenue la loi sur le séparatisme, c'est très intéressant de voir que l'étude d'impact était d'un vide sidéral. D'un vide sidéral. Et malheureusement, par manque de technicité, on n'a pas songé à attaquer, il y avait une technique pour attaquer le vide sidéral de la mesure d'impact, et avec ça on aurait pu forcer le gouvernement à faire une étude d'impact dite de Snow, mais on n'y a pas pensé, et le Conseil constitutionnel nous a dit écoutez, vous ne l'avez pas attaqué à cette époque, donc on considère qu'il y a une étude d'impact et qu'elle est suffisante. Donc là on a raté tous collectivement une étape où on aurait pu agir, mais on se le tient pour dit pour la prochaine fois. Voilà, donc il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il y a des réseaux islamistes, évidemment, il y a des réseaux qui sont dans la défiance à l'égard de l'ordre républicain, avec les valeurs qu'il peut véhiculer. C'est évident. Évidemment, il y a aussi des gens qui, par paupérisation ou perte de repères, en fait, n'ont même plus l'idée d'aller scolariser leurs enfants. Il y a même des enfants qui ne sont pas déclarés en France, et de manière assez massive. Il y a aussi bien sûr toute la question de l'immigration clandestine. Donc tout ça fait en fait un ensemble d'enfants qui ne sont pas très repérés, donc on ne sait pas très bien où ils sont. Et je pense que l'État s'est dit, bon, on va faire simple, on met tout le monde à l'école, on restreint à fond les gens qui font l'instruction en famille, il faudra demander une autorisation, donc on pourra bien les étiqueter et les suivre, et tout le reste c'est du clandestin. Au moins, on ne sait pas compliqué, donc on les charge comme ça. Donc je crois que c'est vraiment le désir technocratique de pouvoir suivre et étiqueter les gens,
sans consommer trop de ressources à suivre ces gens-là, qui a conduit à faire ces choix-là, plus qu'une autre volonté qui pourrait être très hostile. C'est vraiment l'idée de dire on va quand même pas consacrer des millions à suivre ces gens-là qui n'ont même pas le bon goût de vouloir rentrer dans l'école publique, donc on va simplifier la chose et ça sera réglé. Donc on est dans une situation qui est un peu bizarre, où on a d'un côté des écoles hors contrat qui peuvent se créer et qui continueront à se créer dans un contexte global qui est un contexte un petit peu de suspicion institutionnelle, si on veut, à l'égard de leur création, mais enfin de toute manière, suspicion ou pas, elle se crée, elle se développe et les gens y recourent, donc ça n'arrêtera pas les écoles hors contrat. On a l'instruction en famille qui se retrouve dans une situation pendant 3 ans de survie, voilà, et ensuite c'est le grand trou, on ne sait pas. Soit politiquement, il y aura une demande telle que la loi va être inversée et puis on va redonner des marges de sécurité et de liberté pour pouvoir les développer, soit, et toutes les conditions constitutionnelles sont maintenant réunies, l'instruction en famille sera purement et simplement supprimée. Il n'y a plus de protection constitutionnelle contre ça. On peut supprimer intégralement l'instruction en famille aujourd'hui. Voilà, sauf dans le cas d'enfants handicapés et ayant des maladies interdisant pratiquement l'école, c'est-à-dire quand l'État est dans un état de défaillance totale, qu'il ne sait pas faire, il ne peut pas interdire quand même une alternative. Les Roms, là ils auront du mal aussi parce qu'il y a tout un historique, etc. Mais à part ces 2 cas-là, le cas de maladie, handicap et itinérance structurelle, tout le reste peut être supprimé. Et ce qui est quand même flagrant de voir, c'est que le motif, qui est le motif de dire je veux faire une autre pédagogie, ce motif-là a été nié. Vous ne pouvez pas faire l'instruction en famille parce que vous voulez faire une autre pédagogie. Ce motif a été tout simplement nié. Et l'autre chose aussi qui est quand même assez sidérante, alors heureusement le Conseil constitutionnel a remis un peu d'ordre, mais enfin pas beaucoup. L'autre chose qui est sidérante, c'est que si vous faites l'instruction en famille, vous ne pouvez le faire qu'au regard de la situation propre de l'enfant, et non pas au regard d'un projet qui pourrait être un projet parental, un projet familial. Imaginez, vous êtes juif, vous voulez transmettre une culture, une manière d'éducation qui est une culture juive, selon les traditions qui existent. Il y a plein de traditions d'enseignement juif, pour le coup, c'est très établi. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas un motif qui peut permettre une demande de dossier pour pouvoir avoir une autorisation. Par contre, le Conseil constitutionnel a dit, on ne peut pas avoir de discrimination, c'est-à-dire que si on comprend que au-delà des autres questions, il y a aussi une dimension religieuse, ça ne pourra pas être sanctionné. C'est-à-dire que la dimension religieuse n'est pas un motif de sanction ou de refus pour l'autorité. Mais par contre, la dimension religieuse ne peut pas être le motif de recours à l'instruction en famille. Vous voyez la distinction. Donc évidemment, c'est quand même assez étonnant quand on voit la tradition de création d'écoles. Les écoles aujourd'hui sont fondées, les écoles privées aujourd'hui, sous contrat, sont fondées à 90% sur un motif religieux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de parallélisme et que si vous faites l'instruction en famille, que vous voulez le faire parce que vous êtes protestant ou catholique ou juif ou musulman, vous ne pouvez pas dire c'est pour ça que je fais l'instruction en famille parce que je veux donner une éducation conformément à ma religion. Donc ça c'est quand même pas anodin du tout dans l'équilibre global sur la conception de la laïcité, la conception de la religion, etc. en France. De la même manière, si vous dites voilà, j'ai une vision, ou alors pareil, si vous voulez que votre enfant évolue dans un contexte très écologique, très participatif, non concurrentiel, vous avez un modèle politico-pédagogique, vous ne pouvez pas dire j'ouvre une école parce que j'ai cette vision-là. Vous ne pouvez dire simplement voilà, mon enfant a besoin de ça, et c'est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant que personne n'a jamais défini, donc ça va être pratique en termes de contentieux. Et donc là, vous pouvez ouvrir. Et accessoirement, il se trouve que peut-être vous avez une vision pédagogique, et dans ce cas-là, si vous avez une vision pédagogique, c'est le 4e cas d'autorisation, vous devez être capable de l'expliquer, donc de soumettre à l'éducation nationale votre projet pédagogique. Alors personne ne sait sur la base de quoi il va être jugé, parce que s'il doit être conforme à l'éducation nationale pour avoir le droit d'exister, on voit quand même l'intérêt assez limité du 4e cas. Et s'il n'est pas conforme, sur la base de quoi il va se faire juge d'un projet dont il ne connaît rien. Ça va être compliqué. Et il faut prouver que vous êtes capable d'enseigner votre enfant correctement. Comment vous allez pouvoir prouver que vous êtes capable ? Vous pouvez avoir bac plus 40 et être incapable. Et inversement, vous pouvez être, je sais pas, sur la base de quoi ? Qui va juger qui est capable d'instruire son enfant ? Il va falloir un brevet pour avoir le droit d'instruire son enfant. Il vaudrait mieux donner un brevet pour éduquer son enfant ou avoir le droit d'avoir un enfant. Genre, si on va loin, on va vraiment très très loin. Il y a plein de gens qui ne devraient pas avoir le droit d'avoir des enfants à ce compte-là. Et puis, est-ce qu'on a le droit toute sa vie d'avoir un enfant ?
On peut partir très bien et partir en vrille très vite. C'est effrayant comme perspective de cette idée que l'État va nous dire vous avez le droit ou pas de faire l'instruction en famille, donc d'apprendre à calculer, à compter à votre enfant. Bon, bref, en tout cas, on est parti là-dedans. C'est la France, c'est merveilleux. Et donc, il va y avoir les décrets qui vont sortir. Donc, ils ont 6 mois pour sortir. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Il va y avoir énormément de contentieux. Ça paraît assez clair qu'il y aura des attaques par voie d'action et par voie d'exception. Et c'est comme ça. Et c'est certain aussi que ça va énormément nourrir les créations d'écoles. Donc, ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que avec l'équipe qui est dans le couloir, on a donc réagi à cette nouvelle donne et nous sommes structurés pour pouvoir coacher, accompagner des créateurs d'écoles qui soit créent des écoles classiques, soit créent des micro-écoles rapides, sans trop de complexité. Et donc nous avons des systèmes d'accompagnement et de mise en relation de ces réseaux de créateurs d'écoles, soit en 6 mois, soit en 12 mois, soit en format complètement à distance, soit en format mixte, distance et présentiel. Donc nous avons évolué pour répondre à cette nouvelle situation et nous réfléchissons même, c'est pas encore tout à fait mûr, à l'idée, nous allons essayer de le tester auprès des créateurs d'école pour voir, de faire une sorte de logique où on ferait une sorte de kit du créateur d'école qui irait presque jusqu'à une logique si vous voulez, de franchise. Alors vous avez votre projet pédagogique, on vous donne clé en main tout ce qu'il faut pour créer votre école et vous vous concentrez sur le cœur du pédagogique. Donc c'est pas vraiment une dimension moi qui me séduit parce que je crois que la variété doit aller aussi dans la structuration de l'école, mais en même temps ça correspond peut-être à cette nouvelle donne où beaucoup de gens vont se retrouver créateurs d'école malgré eux. Ils n'avaient pas l'idée de créer une école avec tout ce que ça a d'entrepreneurial. Ils avaient l'idée de faire vivre un projet pédagogique, c'est pas la même histoire. Et là on leur dit vous n'avez pas le choix. Alors des gens qui se voyaient très bien faire l'instruction en famille à 2-3 enfants, ils n'ont pas forcément envie de faire tout le parcours du combattant, que ça veut dire les relations institutionnelles, avoir l'enquête des services territoriaux, la visite de la mairie, les pompiers, la commission de sécurité, le procureur, le préfet, c'est quand même c'est un peu traumatisant. Voilà. Donc on réfléchit à ça et on va prendre une décision assez rapide pour savoir si on va aller juste là. Mais pardon, mais ces gens-là qui avaient le projet d'instruire en famille, Oui. n'ont pas forcément passé 5 ans dans un établissement scolaire, même comme d'habitude. Pardon. Pas C'est- surpris pour les adultes. Non, c'est- mais c'est- c'était son exemple. Exactement, c'est tout le problème. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une énorme hypocrisie dans le discours, puisque lorsqu'on a lancé, lorsque Jean-Michel Blanquer a lancé cette réforme, il a dit, je crois que c'était sur RTL, bon, il n'y a pas matière à faire d'histoire, il suffira qu'ils créent des écoles et qu'ils rejoignent des écoles hors contrat. D'abord, des écoles hors contrat, il n'y en a pas partout, et 2, pour fonder une école, il faut avoir les 5 ans. Donc, c'est une manière de dire, vous n'avez qu'à faire ça et en même temps, c'est pas possible. Donc, il y a 2 situations. Soit on arrive à faire évoluer, on fait une sorte de lobbying pour dire c'est pas normal, vous avez interdit l'instruction en famille, soyez cohérent. Il faut pouvoir ouvrir plus la possibilité de créer des écoles en créant peut-être de nouvelles conditions, des conditions de diplôme, peut-être des conditions d'expérience dans le domaine éducatif ou de l'enfance. Mais là, aujourd'hui, on a une situation où il y a des possibilités de dérogation, mais ces possibilités de dérogation sont extrêmement floues. D'une académie à l'autre, tout change. Et on a beaucoup de cas où une école demande une dérogation et elle reçoit comme réponse « vous n'avez pas les 5 ans ». Eh bien oui, évidemment, si on demande une dérogation, c'est qu'on n'a pas les 5 ans. Sinon, on n'aurait pas demandé de dérogation. Alors on dit « oui, justement, c'est parce que j'ai pas de dérogation que je demande les 5 ans ». Et là, on leur dit mais monsieur, vous ne rentrez pas dans les critères qui permettent d'avoir les 5 ans. Mais justement, parce que, alors vous voyez, donc on est dans une logique, on voit bien qu'ils n'ont pas envie de se pencher sur la question. Vous avez aussi tous les gens, les jardinières d'enfants, qui parfois ont une expérience extraordinaire. Alors elles ont un problème, c'est qu'elles n'ont pas le bac+2. Et souvent elles ont des formations Montessori ou de jardinières d'enfants très expérimentées, et parfois elles sont extraordinaires. Mais elles n'ont pas, donc tant qu'elles restent dans le même établissement, elles peuvent enseigner, mais si elles changent d'établissement, elles ne peuvent plus. Voilà. Donc, et dans le même temps, la loi qui vient d'être passée, la loi du 23 juillet 2021, elle prévoit la reconnaissance extraordinaire, elle prévoit la reconnaissance de la VAE pour les gens qui font l'instruction en famille. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, alors on ne sait pas à quoi ça va servir, mais ils vont pouvoir dire, voilà, j'ai acquis une expérience, et par VAE, validation des acquis par expérience, je vais pouvoir le valoriser. Bon.
Alors, Et pour obtenir quel diplôme? ah ben on sait pas. Faire une DAE sans avoir un diplôme? Eh ben je sais pas. Je sais pas, mais c'est un des articles de loi de la loi qui a été adopté. Donc vous voyez, on est quand même dans une logique où on voit d'un côté une grande gêne à l'égard de cette effervescence extraordinaire avec des créations d'écoles qui s'affirment. Et de notre côté, ça pousse de tous côtés, donc ils n'y arriveront pas à le fermer, mais des mesquineries administratives, des aberrations, des choses comme ça qui sont mises à droite à gauche pour se donner bonne conscience, ou donner l'impression qu'on lutte contre le sectarisme ou contre... Bon voilà. Et en fait, je ne pense pas qu'on lutte contre grand-chose en faisant ça, mais on complique la vie singulièrement des gens qui veulent prendre leurs responsabilités. Ici, par exemple, on est dans l'école Walt, qui va se présenter dans quelques minutes. C'est une école qui a été fondée, qui correspond à un besoin criant. Combien de gens nous ont dit, mais on voudrait une école comme ça chez nous? Mais quand même, il a fallu attendre, moi je m'occupe d'école hors contrat depuis 2004, il a fallu attendre 16 ans, 17 ans pour voir une école comme ça s'ouvrir. Ça veut dire que c'est quand même compliqué. Et pourtant, ça correspond vraiment à une demande très très forte, et on va en parler dans quelques temps. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Alors, on me demande, je répète pour l'enregistrement, on me demande si les différentes sensibilités politiques qui pourraient s'engager dans la présidentielle sont suffisamment sensibilisées à la problématique de la liberté scolaire. C'est clair qu'elles ne le sont pas assez, c'est clair qu'on doit le faire beaucoup plus. Et donc c'est un travail qu'on va s'employer à faire. On a adopté une méthodologie précise pour le faire. Bon, c'est pas le moment d'en parler, mais on va le faire de manière systématique parce que finalement cette expérience de cette année et même des années précédentes montre que le premier problème, c'est quand même un déficit d'information sur la réalité des bienfaits de la liberté d'enseignement. Je vous donne un cas précis. L'instruction en famille. Ça n'a jamais été mon cheval de bataille personnellement. Mon cheval de bataille, c'était plutôt le fait de fonder des établissements. Mais c'est un tout. Pourquoi c'est un tout et pourquoi c'est un bien précieux? Parce que quand vous avez un enfant, je prends cet exemple, mais ce n'est pas du tout le seul. Vous avez un enfant qui, à un moment donné de sa vie, ne va pas bien. Ça arrive malheureusement à la plupart des gens qui ont des enfants. Surtout quand ils en ont plusieurs. Ça peut arriver soudainement. Vous pouvez avoir un enfant qui fait une dépression, vous pouvez avoir un enfant qui est harcelé, vous pouvez avoir un enfant qui déclenche une maladie qui est mal connue. Donc tout le monde galère à comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, il y a une urgence. Souvent, c'est de le retirer de l'école. Et c'est une urgence qui peut être vitale. Il y a énormément de suicides, il y a énormément de dépression profonde, il y a énormément de scarification, de gens qui s'automutilent, etc. C'est pas théorique, c'est réel, c'est documenté. Et dans ces cas-là, il faut agir vite. Et donc en fait, tout le monde, y compris les gens les plus fanatiques de l'école publique, tout le monde peut avoir besoin de retirer son enfant à un moment ou à un autre. Tout le monde. C'est vraiment un bien complètement précieux. On ne peut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ce n'est pas vrai. Même Jean-Michel Blanquer a ses enfants dans une école privée sous contrat. Donc bon, même Jean-Michel Blanquer, demain, il peut très bien avoir besoin de retirer son enfant et le scolariser si il a le niveau suffisant, il faudra qu'on vérifie, le scolariser lui-même. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est évident, qui est indispensable, et cette réalité-là, on n'est pas arrivé encore à la faire sentir aux gens. On n'est pas arrivé à leur faire sentir aussi que l'école publique, c'est un enseignement de masse. C'est un enseignement qui est centré sur le fonctionnement même de l'établissement et de l'institution, beaucoup plus que sur l'enfant, et même sur les professeurs, les malheureux. Donc, je veux dire, comme dit la blague bien connue, ça irait bien mieux s'il n'y avait pas d'élèves. Mais c'est un peu ça. Ça fonctionne, et puis il y a plein de cas qui ne rentrent pas dedans. Voilà, donc je ne m'attarde pas parce que le temps passe.